sur ce qu'on s'est dit, cher Carlo, et ces objectifs, moi, ces objectifs me paraissent complètement démesurés. Parce qu'on sait bien que le photovoltaïque, ça ne peut pas avoir autant d'énergie que du nucléaire, etc., quoi. Donc, moi, j'ai l'impression qu'ils vont tout cramer, tout déboiser pour juste arriver à des objectifs. Je crois que je ne sais même pas si c'est des objectifs européens, peut-être, je crois. Donc, qu'est-ce que tu en penses? Là aussi, il faut réfléchir et pas par le petit bout de la lorgnette. Est-ce que la France, pays de gens de grande qualité, qui ont fait des grandes études, et pas que des gens qui font que de la politique professionnelle, est-ce qu'ils sont tellement crétins qu'ils ne savent pas, parce que quand tu interroges tous les Français disent, mais il faut aller prendre de l'argent, acheter des camions citernes, acheter des camions... Est-ce que c'est très compliqué? Coluche le disait déjà il y a 40 ans. Oui, mais c'est pas très compliqué. Et faire des coupes pour éviter que, quand tu as 10 hectares, tu fais des tranchées, etc. Mais pourquoi on fait pas ça? Mais pour quelle raison? Mais en réalité, la réalité, c'est qu'on veut pas. Parce que si on veut le faire, on a la qualité, l'intelligence, Oui, mais ça veut dire qu'on a des criminels à la tête de ce pays. Bien sûr. Mais faut le dire, ce sont des criminels. La notion de criminel que tu donnes aujourd'hui est la notion de celui qui n'est pas pénalement sanctionné dans le code pénal, mais qui sont des criminels par rapport à l'humanité, par rapport à l'être humain. Mais ça, cette déshumanisation, elle n'est pas liée au feu de forêt. Elle est en marche depuis de nombreuses années, avec le virage, la grande réinitialisation. Le livre de Malhuret et de Schwab est un pilier qui permet de comprendre quel est le bouleversement du monde. Et quand nous voyons les choses que nous sommes en train de voir aujourd'hui, dans le monde médical, dans la nature, dans l'environnement, dans tout l'intelligence artificielle, tout est dans ce livre. Donc celui qui ne l'ouvre pas, c'est que celui qui ne veut pas savoir. Et il est complice de l'ignorance. Parce que quand on dit que, quand on est ignorant, ce qu'on ne veut pas savoir, parce qu'on peut ne pas faire d'études, mais si on veut savoir, il suffit de lire ou apprendre à lire, et lire les livres, il n'y en a pas 50. Tu lis Orwell, et tu lis Malhuret et Schwab, et tu as la vision de ce qui va être l'évolution du monde. Et après, on s'étonne de la facturation électronique, le fait qu'on n'achète pas des Canadaires. Mais est-ce que Macron est tellement... Macron n'est pas un crétin, Macron. S'il veut acheter des Canadaires, comme il a transféré l'argent à Zelensky, il peut acheter, il aurait pu les commander. Quand tu as Attal qui annule 2 Canadaires pour 106 millions d'euros parce que il les sort du budget alors qu'ils étaient préconisés, il le fait en connaissance de cause. Donc, celui qui s'étonne aujourd'hui, qui dit « Oh là là, c'est du complotisme, les forêts qui brûlent », parce qu'on n'a pas besoin de 17 millions de mètres carrés de forêt. Pourquoi le photovoltaïque et pas l'éolien? Je vous rappelle qu'il y a quand même une différence de gigawatts. Le parc en photovoltaïque, c'est 33 gigawatts au 31 mars 2006, donc un chiffre très précis. Est-ce que c'est possible, ça? Et nous avons, 24,1 gigawatts, ce qu'on appelle l'éolien terrestre. L'éolien terrestre n'a rien à voir avec les parcs photovoltaïques. Pourquoi? L'éolien terrestre a une nécessité de ce qu'on appelle une énergie qui n'est pas continue, ça s'appelle le vent. Donc, ce n'est pas lié aux forêts. C'est pour cette raison que l'éolien, ce n'est pas lié aux forêts. Ce sont les parcs qui ont besoin, effectivement, de kilomètres. Regardons, par exemple, des zones aujourd'hui du désert dans les pays comme la Tunisie, l'Algérie ou le Maroc, sont utilisés aujourd'hui pour la production d'énergie photovoltaïque, chers amis. L'énergie photovoltaïque, contrairement à l'énergie éolienne, est une énergie en continu. Elle baisse dans les périodes hivernales parce que c'est une question de UV, mais elle est continue. Et comme il disait tout à l'heure, justement, tu peux cliquer, tu peux arrêter, puis donner. Et du fait qu'aujourd'hui, la politique gouvernementale, la politique européenne, qui est une politique contrastée sur la question de quoi? D'énergie nucléaire, chers amis. N'oublions pas que nous sommes quand même le pays le plus puissant à l'intérieur de l'Europe. C'est l'Allemagne qui a bloqué toute évolution et qui travaille sur le photovoltaïque. Dans un pays qui a beaucoup moins d'énergie que la France en termes de positionnement, parce que je rappellerai quand même, l'histoire se répète, Vico le disait, quand en 510-511, tu as les Germans qui traversent le Rhin, qui est glacé le nuit du 31 décembre, au lieu de faire la fête de la nouvelle année, ils arrivent en France. C'est pour ça qu'on a Charlemagne, qui n'est rien d'autre qu'un Germain, etc. On a la même situation. Ça veut dire qu'aujourd'hui, la politique
énergétique qui est faite en Europe est une politique qui n'est pas fondée sur le nucléaire, alors que nous vendons et nous transférons à 0 €, 0 centimes l'énergie française à l'Allemagne, à l'Italie dans la nuit, parce que on a une centrale nucléaire. Tu peux pas l'arrêter comme ça, cher ami. Alors qu'une éolienne, tu fais tic, une photovoltaïque, et tu bloques l'interrupteur. Merci à toi. Tu voulais rebondir? Et oui, une autre manière de nous contrôler. Non, mais tu nous posais la question. Aussi. Bah oui, tu nous posais la question, est-ce que ce sont des criminels? Bien entendu que ce sont des criminels. Ce sont des criminels depuis les Gilets jaunes, ce sont des criminels depuis le Covid, ce sont des criminels aujourd'hui. Il y a un pompier qui a parlé, parce qu'il était à la fois sur les incendies de Fontainebleau et en Gironde, il a parlé sur un média, je ne sais plus lequel, je ne citerai pas, bref, et il a évoqué les 1,4 milliard d'euros qui ont été dépensés. De Canadair, pour la Seine. Hein, C'est le pour la commandant de Seine, ouais, la Noria de Canadair. exactement. Et le journaliste lui a dit, mais qu'est-ce que vous voulez dire? Qu'est-ce que vous voulez dire? C'est que cet argent-là, on aurait pu acheter des Canadair? Oui, tout simplement. Oui. Non, mais la chose qui est drôle, c'est le pilote qui dit, quand j'ai chargé l'eau dans la Seine et que je la j'ai mettais, pensé à ça, j'ai voilà. pensé, c'est Et de je l'or que je pensais suis en à train de ça, mettre sur la forêt. exactement. C'est quand même extraordinaire. Mais tout ceci, ce sont des épiphénomènes. Ce sont C'est des épiphénomènes. On laisse C'est parler notre Pardon, ami. excusez-moi. C'est Ah oui. honteux pour un pays comme la France, voilà, de ne pas avoir les moyens d'affronter des Oui, mais- incendies. Mais ils veulent pas. Non, mais Ils ne veulent pas. Ils bien ont les entendu moyens. qu'ils Ils ne veulent savent pas. que- Mais bien entendu. Parce qu'ils ont 1,4 milliard. Ils avaient bien avaient, 1,2 milliard voilà, pour, ils soi-disant, avaient. dépolluer la Seine. C'est plus que ça. Ou plus que ça, Il y a eu 400 millions pour faire un bassin d'orage. en plus. En plein Paris, qui sert à rien. Tu vois. Donc ça veut dire que tout ça est prémédité, tout ça est fait pour que... Moi, je veux dire, on est dans une situation, on me croit pas, ça c'est mon avis, dans une situation quasi biblique. Hein. C'est l'Apocalypse de Saint Jean, et il faut amener le feu. Il y a les 4 cavaliers qui sont là, qui sont venus déjà, il y en a un, 2 qui est venu au JO, et on est dans cette période-là. Et toutes les églises brûlent. Et les églises brûlent. Tous. Notre-Dame n'a pas brûlé par hasard. Mais posons-nous la question, pourquoi pendant les 10 années de Macronie, nous avons eu les plus graves incendies de ce qu'on appelle les églises qui sont la base de notre culture chrétienne, base, pas pour ce que de civilisation, Ouais. parce que les bâtisseurs, les églises, c'est quand même le symbole aussi d'un génie français qui était avant les autres, et aussi les forêts. Il n'y a jamais eu autant Bah d'hectares tiens, brûlés. la réponse, depuis 10 ans. pourquoi Pourquoi on détruit Non mais pourquoi est-ce que justement ces deux grandes symboliques qui sont notre nature et notre patrimoine pierre brûlent comme ça et encore, sans parler de toutes ces églises et tous ces coins dont on n'est pas au courant que ça brûle, qui brûlent, hein, parce qu'il y a aussi des petits coins. 270 Voilà. églises. Tiens, Fontainebleau, moi j'ai regardé. Fontainebleau, la dernière fois que ça a brûlé, c'est 300 hectares en 1904. Ouais, quand même. Et en 1904, on n'avait pas les Canadiens. Et on n'avait rien. Et là, c'était 2000 hectares. Tiens, pourquoi, d'après toi, ces deux grandes symboliques, aujourd'hui, on les fait cramer comme ça? C'est pas que pour les photovoltaïques. Il y a autre chose. Bah moi, j'aime bien faire le cheminement inverse. Vas-y. Quand on prend une problématique comme ça, qu'on va dire t'es conspirationniste, machin, je dis ok, on n'est pas conspirationniste, on va prendre l'inverse. Si tu veux arriver à ce résultat-là, comment tu fais? Déjà, si tu veux arriver à un pays Europe, comme on sait que c'est le cas, ils veulent absolument détruire toutes les civilisations européennes pour arriver à un pays Europe et c'est un État confédéral, hein, quasiment. Comment tu fais pour arriver à ça? Bah, tu détruis toutes les civilisations et toutes les nations. Et pour détruire une nation, il faut détruire sa culture en premier. Une nation qui a plus de culture, c'est Piouava, elle a plus de direction, elle est dirigée par rien. Et qu'est-ce qui dirigeait la France? Qu'est-ce qui a bâti la France? C'est le Christ. Hein, qu'on le veuille ou non, qu'il y en a qui sont pas d'accord avec ça, que la France est un n'a jamais existé, j'en ai rien à foutre. Ça, c'est juste factuel. Et vous l'avez très bien dit, les cathédrales, comment on bâtit des cathédrales, comment on bâtit de la pierre. Moi, c'est mon métier depuis 20 ans de tailler des pierres, donc je sais de quoi je parle. C'est les bâtisseurs de cathédrales qui ont donné tous les styles Renaissance, gothique flamboyant, etc. On s'est nourri de ça. Et le beau nourrit les hommes. C'est d'ailleurs pour ça qu'on s'élève socialement, c'est parce qu'on a du beau autour de nous. Et comment tu fais pour détruire une civilisation? Tu détruis ce qu'elle a bâti en premier et ce qui est au sein de sa culture. Et nous, c'est le Christ. Et tout. D'ailleurs, on va montrer cette image-là. Mais continue. Ah en plus, je l'ai partagé hier, ça. Que c'est la seule chose qui n'a pas brûlé. Et bon. Et bizarrement, là, on peut jouer les complotistes, là, d'accord. Il n'y a pas une seule mosquée qui a brûlé. Enfin, il y en a quelques-unes, c'est criminel, mais il y en a très très peu. Il n'y a aucune synagogue qui a brûlé. Il n'y a aucun temple maçonnique qui a brûlé. Mais il y a des églises qui brûlent quasiment
toutes les semaines. Et je regarde aussi en Amérique, etc. C'est des petites églises, c'est pas très grand, mais c'est symbolique, à chaque fois. Et la dernière, je crois que c'était il y a 2 mois, il y a une église en Bretagne qui a brûlé parce qu'il y a un petit feu qui s'est déclenché à sa base, un feu de broussailles. C'est mon métier depuis 20 ans de faire des églises. La pierre, ça ne brûle pas. La seule chose qui sont combustibles sur une église, c'est les charpentes, et les charpentes sont protégées par les voûtes. Donc tu peux pas les atteindre si tu les touches pas directement. Donc ça, c'est du bullshit, c'est pas vrai. Donc la seule chose qui fait que tu peux brûler une église, déjà, c'est des accélérateurs, comme à Notre-Dame. Moi, j'ai vu Notre-Dame, j'ai eu la chance de travailler dessus. Notre-Dame, c'est 1132, les premières pierres. Et les premières poutres, le bois, ça se fossilise avec le temps, ça devient dur comme de la pierre, ça brûle pas. Donc, tu l'as très bien dit, le grand reset, donc la bête arrive, faut tout détruire, et on passe par là. Le premier truc, c'est là. Si tu crois plus en rien, mais c'est facile de dire les géants qui croient plus en rien. Dire, croyez en nous. Regarde là, on dit aux agriculteurs, ne venez surtout pas aider. Ne défendez pas vos maisons, ne défendez pas votre région, ne défendez pas votre culture, ou le coin dans lequel vous êtes né. Non, ne faites rien. On va vous autoriser à le faire. Et si vous le faites, vous serez sanctionné. Parce qu'on veut laisser tout détruire, parce qu'un grand feu, ça s'éteint pas. Ça, je vous le dis, spoiler alert, un grand feu, quand ça dépasse plus de 100 hectares, on appelle ça un grand feu. On peut pas l'éteindre. Pourquoi ? Parce que c'est en fait le feu se nourrit de 3 choses, c'est l'air, le bois et la chaleur. Et il peut pas s'éteindre parce que ça va trop vite, parce que l'air il l'a à l'infini, donc il s'alimente à l'infini. Donc le seul moyen d'arrêter un feu, c'est de le contenir. Et c'est comme vous l'avez dit, les tranchées, etc. Donc on détruit le combustible. Et c'est les arbres. Donc faire des tranchées préventives, etc., ça l'arrêterait. Mais on peut pas l'éteindre en soi. Donc en fait, on arrose autour. Donc tout ce que vous voyez, en fait, les produits rouges, etc., en fait, c'est un peu... Oui, c'est du sel. Enfin, c'est comme du sel, ça se colle. C'est mélangé avec de l'eau, et quand l'eau s'évapore, le sel reste collé, et ça ne brûle pas. Mais il faut savoir que les arbres, quand il y a des grands feux comme ça, c'est pas les arbres qui brûlent. Le bois ne brûle pas, en fait. C'est le gaz qu'émet le bois qui sert de combustion au feu. Vous voyez, en fait, le bois, après, vous voyez, l'arbre est encore debout, mais il est quasiment fossilisé. Il devient presque du charbon, en fait. C'est juste le gaz du bois qui fait que ça brûle. Donc, en l'état, un feu qui est aussi puissant, il n'est pas arrêtable. Il est contrôlable, mais il n'est pas arrêtable. Merci à toi. Je voudrais montrer la vidéo de Madame la Préfète, comme tu en as aussi parlé sur ton Facebook, que je regarde. Hein. T'as vu, hein, je regarde ton Facebook. Hein. Gentil, ça me touche. Voilà, donc, allez, on va montrer ça. Alors, les agriculteurs, j'en ai parlé hier, les agriculteurs aussi sont très mobilisés parce que la générosité fait partie de leur culture. Ils sont très mobilisés avec leurs tracteurs et leurs tonnes à eau pour aller apporter de l'eau au plus près des sapeurs-pompiers. Mais je le dis, nous ne souhaitons pas que les agriculteurs prennent d'initiatives individuelles. Nous ne souhaitons pas retrouver des tracteurs avec des tonnes à eau qui se promènent un peu partout à la recherche des pompiers. Cela doit être organisé, nous l'avons dit hier, il y a un fichier pour s'inscrire sur le site de la Chambre d'agriculture de la Gironde, et ensuite, sur la base de ces inscriptions, de ces volontaires qui se déclarent, il y a une organisation avec les sapeurs-pompiers. Il faut que on puisse apporter de l'eau aux sapeurs-pompiers pour limiter leurs allées et venues pour recharger, mais de manière ordonnée et de manière sécurisée. Voilà, moi je ne veux pas qu'il y ait d'agriculteurs qui soient pris dans les flammes et qui soient blessés ou pire. Donc la générosité, c'est très bien, à condition que ce soit organisé. Et donc c'est aux sapeurs-pompiers de s'en occuper. Sinon, nous ne souhaitons pas que les agriculteurs interviennent de manière spontanée. Donc toi, tu as justement pas mal fait de recherches sur cette femme. Qu'est-ce que tu peux nous dire ? En ce moment, on voit une connerie à la minute. Donc, quand il y en a qui sortent du lot, tu vois, donc on fait des recherches dessus, c'est de comprendre à qui on a affaire. Bon, cette dame, de toute façon, c'est même pas une éternelle incompétente. On sait très bien que Macron, depuis qu'il est là, on peut pas dire qu'il s'est entouré de lumière. Non, c'est exprès. Non, mais voilà, c'est fait exprès de s'entourer de gens médiocres. Mais quand tu vois un mec comme Gabriel Attal qui a réussi à devenir Premier ministre alors qu'il sortait des jupons de Marisol Touraine, t'as compris. Il avait qu'un stage d'expérience. Non, mais voilà, bon, t'as pigé le truc, c'est que le mec, il veut mettre plus médiocre que lui, si tu veux, autour de lui, comme ça, il restera le roi des médiocres. Mais c'est pas ça l'histoire. L'histoire, il faut écouter ce qu'a dit une commissaire européenne à la gestion de crise. Donc c'est encore le calibre au-dessus. Ah bah là, je t'emmène au summum du summum. Là, on est c'est la commissaire européenne, Madame Hadja Labib. Je cite, « C'est une course contre la montre que nos équipes sont en train de mener sur place. » Et la fin de la phrase, elle est terrible. Avec évidemment les Français. Fin de citation.
C'est qui nos équipes déjà? Non. Avec évidemment les Français. Elle dit ça il y a 2-3 jours. On a été déjà 2 ou 3 morts chez les pompiers, 80 blessés. On commence à expliquer aux agriculteurs qui étaient à 1 km, 2 km, 3 km qu'il faut remplir un formulaire CERFA de 15 pages pour aller aider. Et on expliquait que les CRS qui ont arrosé les gilets jaunes avec les canons à eau, on n'y va pas, etc., etc. Il y a une volonté de mettre en avant l'Union européenne, qui est notre sacro-sainte Union européenne, qui va sauver ce pays des flammes. D'accord ? À l'époque de Nabucodonosor, c'était Dieu qui avait sauvé les camarades de Daniel du Flamme. Là, ça sera la sacro-sainte Union européenne. Donc, la fameuse bête de l'événement pour moi. Elle est là, la bête de l'événement. Elle n'est pas ailleurs. Parce que moi, quand on vient me parler de démocratie du matin au soir, quand on m'explique qu'en 2005, j'ai voté à 54,67% non, et qu'on me dit non, on va te glisser en 2008, le traité de Lisbonne, et t'auras rien à dire, puisque le Congrès à Versailles, c'est aussi démocratique, parce que ce sont tes représentants qui, eux, à 85% ont voté pour. Évidemment. Donc ils me représentent pas. Avec quand on vient prolongé. Avec mandat prolongé. Quand on vient m'expliquer que quand un président dont le parti s'appelle Renaissance perd 2 élections et qu'il continue à nous foutre une rafale de premiers ministres les uns après les autres, on avait l'impression d'être à la Starac, tu vois, la Starac à l'époque avec les castings. Donc, enfin, ça peut que produire ça. Ça veut dire qu'il y a un projet derrière. Le projet derrière, c'est le fédéralisme à outrance. Et quand j'ai vu cette phrase, je vous assure, quand j'ai vu cette phrase, avec évidemment les Français, c'est-à-dire que les mecs qui sont là en train d'éteindre le feu chez eux, qui a été foutu là par on sait pas qui, parce que moi, le coup de l'étincelle de la débroussailleuse d'Enedis, bon, le mec, il était en train de débroussailler vers midi, puis le feu, il se déclare à 13h. Je sais pas c'était quoi comme étincelle, mais c'était un peu bizarre quand même. Bah, ouais, elle était longue à la détente, étincelle. Mais bon, mettons, puisque c'est la version de Madame la Préfète. Donc, quand on me dit tout ça, je suis désolé, il y a une volonté de démolir tout ça. Et en plus de ça, mais enfin, je vous rappelle quand même que le 28 octobre 2022, Macron a dit, à la fin du quinquennat, on aura tous les Canadaires. Et Nunez, que j'ai dézingué aujourd'hui, puisque j'ai repris le réel et je lui ai mis sous le nez, le mec qui se dit sidéré, effaré, que quand on parle de la flotte française, on te parle des Canadaires. Et un Canadair, c'est 6000 litres, c'est tout. Mais un Dash, c'est je sais pas combien. J'ai dit, maintenant, garçon, si je pars du principe qu'il y en a 7, parce qu'il y en a 2 qui sont en Corse, on va dire qu'ils fonctionnent. Il en manque 5 là. Il en manque 5. Donc 5 fois 6, 30. Donc il manque des rotations de 30 000 litres là. Tu vois. Donc non mais il n'y a pas que ça. Donc quand tu mets tout ça sur la table, Mike, la préfète là, mais c'est un pingouin le truc. Elle devient complètement insignifiante. C'est une fille qui a été placée là. C'est tout. Donc enfin, on a placé là. Mais oui, mais elle dirige sur le département. Je sais ça, ce que tu vas dire. Mais ce que je veux dire par là, c'est qu'on est toujours en train de placer de la médiocrité partout, à la tête, donc au niveau des postes de décision. Mais c'est comme, enfin, je suis désolé, je vais extrapoler au Conseil constitutionnel. Vous avez vu la lumière qu'on a foutue là, Richard Ferrand. Donc tout ça, c'est dans une volonté de maintenir, de niveler par le bas, dans le but de pouvoir mieux contrôler ce pays et le transformer, et je terminerai là-dessus, en un Länder allemand, puisque c'est l'Allemagne qui dirige l'Union. Merci à toi. J'ai encore une image, quelque chose à vous montrer, d'un reportage de quelqu'un qui va justement parler, voilà, celui-là. Je vais vous dire, c'est vraiment édifiant ce qu'il est dit. La forêt des Landes n'est pas à vendre, n'est pas à détruire, c'est pas un gisement pour faire des électrons verts. Je m'appelle Daniel Delestre, président d'une association de défense de l'environnement. Le projet, c'est un projet de centrale photovoltaïque au sol, gigantesque. Ça sera le plus grand en France, 1000 hectares d'un seul tenant, dans la forêt, ce qui représente une puissance installée d'1 gigawatt. C'est équivalent à la puissance d'un réacteur. Il va falloir couper les arbres, ensuite arracher toutes les racines, ce qu'on appelle défricher, mettre à nu le sol, qu'on va remplacer le bois, la forêt, le sous-bois, par 500 000 tonnes de ferraille, de panneaux photovoltaïques. C'est un non-sens, c'est une aberration. Le panneau n'absorbera pas de CO2, ni ne produira jamais d'oxygène. Tout le monde se pose la question, mais pourquoi dévaster la forêt pour produire plus d'électricité? C'est une véritable question. Il ne s'agirait pas de produire des électrons verts et de générer d'autres problèmes, c'est-à-dire d'affaiblir les puits de carbone de la forêt, d'affaiblir l'habitat très important pour nombre d'espèces.
l'industrie dit que c'est pas grave les arbres qui vont être coupés. Ils disent qu'ils vont replanter des arbres ailleurs. C'est totalement hypocrite. Alors vous avez pu voir ce reportage encore. Tiens, toi qui es justement dans le bâtiment, qu'est-ce que tu penses là de ce que dit ce monsieur, de cette volonté de s'accaparer ce patrimoine forestier? Bah déjà, on en parlait au début, c'est de la spéculation évidemment financière. Et au-delà de ça, c'est assez marrant parce qu'à chaque fois qu'ils replantent des hectares et des hectares, là pour le coup il y avait 1000 hectares sur ce parc-là, c'est forcément du résineux, du sapin et de la merde. Vous regardez, il n'y a plus aucune forêt de chênes, de châtaigniers, avec des très vieux arbres, ça n'existe plus. En France, on n'en a plus. Même pas en Île-de-France? Même pas à Fontainebleau? Fontainebleau, il en restait, mais ce qui est malheureux, c'est à pleurer que les plus gros arbres, je parle des chênes qui ont plus de 300 ans, ils sont considérés comme patrimoine et on n'a pas le droit d'y toucher. On est obligé de faire ça, hein, tellement les gens sont cons, parce que tu vas aller couper un arbre qui a 300 balais. Et des vieilles forêts, il y en a quasiment plus. Il y a une partie de la forêt de Brocéliande en Bretagne qui est encore protégée, mais il faut les protéger, sinon tout le monde rase tout. Et encore, on arrive à passer au-dessus avec des commissions. Moi, j'ai vu ça beaucoup de fois. Et encore une fois, le fait de faire des forêts de merde de sapins comme ça, c'est inéluctable qu'il va falloir la détruire. Parce que ce arbre-là, c'est de la merde. Il sert à rien. Comment ça, c'est de la merde? Déjà, si tu le coupes, la seule chose qui va pouvoir te servir, c'est du copeau pour faire des pelés. Ça crame très mal, parce qu'au bois de chauffage, ça brûle pas le sapin, faut le savoir. D'accord. Ça fait des flammes, mais ça brûle pas, ça n'émet aucune chaleur. Et ça encrasse la cheminée en plus. Oui, c'est parce que c'est résineux. Absolument. C'est résineux, donc donc se colle et ça la maison brûle. Et comme c'est pas dense, ça n'émet aucune chaleur, donc ça sert à rien. En bois de charpente, c'est ce qu'on utilise quasiment à 99% maintenant, parce que le chêne, on le fait encore, mais que pour les bâtiments classés, et c'est très dur à avoir, parce qu'il faut du beau chêne qui se tord pas, etc. Et je le disais juste avant avec Charbel, ça met en place en même temps l'obsolescence programmée aussi pour les bâtiments. Parce qu'une charpente en sapin, qu'à 30 ans, il faut la gérer. Parce qu'en fait, ça se déforme tellement vite, et ça s'attaque de tous les côtés par les vers, etc., les termites, etc. D'ailleurs, on a mis en place des nouveaux business par rapport à ça, à injection, etc. Il faut les pourrir. Et moi, j'ai vu quand ils te les vendent, les machins, c'est soit ils sont jaunes, soit ils sont verts. Tellement ils sont traités. Et ils tiennent pas quand même. Donc ces forêts-là sont vouées à la destruction et au recyclage éternel. Donc c'est voué à faire de la merde comme ça. Ils le savent très bien. Donc autant faire de la merde, tu mets un truc qui rapporte bien et qui est contrôlable. C'est dingue, cher Carlo, ce témoignage. C'est un témoignage qui est le reflet de la réalité. Mais la lecture que nous devons avoir, c'est une lecture dans le temps. Parce que si on est dans l'instantané, on est toujours sur les petites situations de réaction. La lecture dans le temps, c'est que l'État a travaillé pour la mise en place du boisement de la France à certains endroits qui faisait partie d'une logique qui était humaine à l'époque. Il n'y avait pas cette idée capitalistique ou une modification structurelle de notre monde avec la mondialisation et tout ce qui est avec. Donc, en réalité, quand il y a eu des choix politiques qui ont été entrepris par Colbert, par le Second Empire, etc., c'était des choix, y compris tous ceux qui étaient le mécanisme aujourd'hui où on sauvegarde le canal du Sud, etc. Mais ce sont des choses qui ne font plus partie. À la limite, ils pourraient les enlever parce que ça ne sert plus à rien. Il n'y a plus de transport de ciment, de briques, etc. Ce que je veux dire, c'est que la lecture doit être faite quand vous prenez les textes et les lois qui sont souvent des lois applicatives des directives européennes, notamment en matière de montagne, en matière d'agriculture et en matière de forestière. Ce sont des textes européens qui régissent. Nous avons quand même aujourd'hui que de la fumée. Et c'est drôle d'utiliser ce jeu de mots qui est vraiment paradoxal. En réalité, les lois sont faites. Les décrets d'application ne sont pas pris. Et aujourd'hui, en termes de compétences sur la gestion forestière, c'est une situation de inaction totale. Ça veut dire que aujourd'hui, avant, c'était les privés. Chacun débroussaillait autour de sa maison, il participait au débroussaillage. Celui qui avait des terrains et des parties avec le bocage faisait partie d'une logique naturelle de division des parcelles, mais qui permettait aussi de sauvegarder une partie boisée, tout en ayant des terrains et des prairies qui étaient servis pour le pâturage. Tout ceci a disparu parce que c'est interdit. Il n'y a pas de débroussaillage possible. Pour débroussailler, il faut une autorisation. Mais il n'existe pas les décrets d'application qui fixent les paramètres pour pouvoir débroussailler. Et même quand vous êtes dans une forêt privée, quand vous avez votre propre bois, vous ne pouvez pas, de votre propre initiative, procéder au débroussaillage si vous n'êtes pas autorisé. Ni aux coupes. Et aux coupes. Donc ça veut dire quoi ?
Ça veut dire que nous avons aujourd'hui, quand on parle d'une société de contrôle, c'est de contrôle qu'on trouve aussi dans la question forestière, elle ne relève pas du bien commun. La société de contrôle est une société de dictature. C'est une société de autorisation. Quand je prends la question de la fameuse préfète, elle ne fait qu'appliquer une règle qui est inscrite dans le code forestier, dans le code de l'environnement. Ça veut dire tout simplement que tu ne peux pas apporter de l'aide parce qu'on te dira non, mais tu vas le faire parce que tu vas bloquer les pompiers à intervenir, alors qu'il n'y a pas plus intelligent qu'un paysan pour sa terre, et il sait très bien comment faire pour ne pas bloquer les camions de pompiers, et je n'ai pas entendu des camions de pompiers bloqués. La seule chose, c'est qu'ils ont fait deux choses. Un, il faut s'inscrire, donc une société d'autorisation, dictature, c'est pas une société de répression, c'est la liberté démocratique. Et alors on parle du volontariat. Mais quel volontariat? C'est le volontariat pleurnichard. J'ai apporté, le petit forestier a offert des bouteilles d'eau. Et c'est le volontariat pleurnichard. Je ne dis pas que je suis contre le volontariat, je pense aux gens qui ont tout perdu. Mais même les médias actuellement, ils sont en train de parler de que la France découvre cette humanité extraordinaire, comme si on avait besoin de ça pour savoir que les Français sont humains. Les Français sont humains, ce sont des gens qui versent le plus d'argent. Conclusion, cher Carlo. Conclusion, que tout ceci fait partie, et c'est pas du complotisme, d'une programmation. Et quand on parle d'agenda, chers amis, le mot agenda a un sens précis. L'agenda, c'est la mise en œuvre de tout système qui va empêcher toute initiative privée et la destruction de ceux qui étaient privés, de quelques forêts au bois encore privés, qui vont disparaître parce que l'État va s'accaparer, parce qu'après l'État pourra tout faire. Merci à toi, cher Carlo. On rentre en dictature. Je voudrais que tu parles un peu plus parce que tu es un peu en retard. Je suis un peu en retard. J'aimerais t'entendre un peu, s'il te plaît. J'aimerais entendre madame, on n'entend pas assez. Allez, vas-y. Deux choses, juste sur les règles imposées par Sophie Broca, donc la préfète de Gironde. Il y a quand même un deux poids, deux mesures. C'est-à-dire qu'elle interdit aux agriculteurs d'aller porter de l'aide, mais si on voit au Cap Ferré, et ça, il y a des reportages qui ont été diffusés, il y a eu des volontaires qui ont été porter de l'aide avec de l'eau, avec des citernes d'eau pour apporter de l'aide aux pompiers. Il y a eu vraiment des bulldozers qui ont été utilisés pour créer des coupes. Ça a été avec un toléré. vieux monsieur qui est très connu, qui est un des premiers fils de quelqu'un qui s'était installé dans des premières maisons. C'est lui qui a mis en place, qui a participé même à la création de la protection du Cap Ferré en payant lui-même. Et elle a rien dit. Et elle a rien dit. Donc déjà, un deux poids, deux mesures. Ensuite, pour revenir sur le reportage qu'on a vu sur cet homme-là qui parle de cette forêt de pins. Donc il y a effectivement une politique d'urbanisation, une politique de béton, je vais appeler ça la politique de béton, parce qu'on la voit dans toutes les grandes villes. Donc le projet, c'est effectivement de détruire, de construire du béton, et ça sert qui? Ça sert les industriels. On a parlé d'Orwell, on a parlé de Schwab. Moi, j'aimerais parler d'un dessin animé. Alors je vais jouer la maman, c'est un dessin animé que j'ai beaucoup vu avec mes enfants qui s'appelle le Lorax. Je ne sais pas si vous connaissez, vous ne connaissez pas. Tu connais? Il est extraordinaire, ce dessin animé. Ça raconte exactement ça. Eh bien, écoute, on a détruit tous les arbres d'un monde imaginaire. Hein. C'est ça l'histoire. Et il reste qu'une petite fleur. Et en fait, les gens sont complètement déconnectés de toute réalité. Parce qu'un arbre, c'est quoi? C'est la vie, finalement. On a parlé de la déconstruction de nos valeurs, de notre religion, de la spiritualité, de tout ça. Et détruire nos arbres, ça va de pair finalement. Et ce dessin animé, si vous avez des enfants, même si vous n'en avez pas, franchement, il est magnifique. Je trouve la philosophie de l'histoire est extraordinaire. En plus, elle a une belle fin. Parce que finalement, l'être humain, il gagne toujours au final. Et justement, toi qui fais des reportages pour GPTV Investigation, pour ta chaîne Quai TV, est-ce que tu sens que les gens quand même te disent ce qui se passe actuellement dans notre pays, on veut nous faire ceci et cela? Est-ce que des gens ont ce type parfois de discours, ou alors ils gobent les TF1, les France Télé et compagnie? Tu sais, il y a une différence parce que nous, on est sur la région parisienne. Et on a l'impression, effectivement, les gens nous le reprochent, c'est comme si on était le centre du monde. Sauf que nous, ce qu'on ressent ici, ce n'est pas l'image de toute la France. Quand je discute avec les gens qui habitent en province ou en campagne, il y a une prise de conscience, ce qu'on ne ressent pas ici. Ici, moi, je la ressens pas. Sincèrement, en région parisienne, moi, je trouve que les gens sont totalement
en province, dépend de- les centres-villes des Lille, Marseille, Lyon, Strasbourg, machin, c'est comme Paris, hein, je pense. Je pense pas qu'il y a une différence. C'est la même chose. C'est pareil, hein. Vas-y, continue. Peut-être, mais en tout cas ici, enfin de ce qu'on peut D'accord. ressentir quand tu vas en reportage et même quand tu te promènes dans la vie de tous les jours, hein, les gens, c'est même pas une question de survie, je pense. Les gens sont complètement déconnectés. Et tu l'as- C'est-à-dire qu'ils n'en ont rien à tu l'as cirer. très bien en Tu réussis à réalité. mettre à Paris Tu quand même vois un mec comme Grégoire, quoi, comme maire. Ils Non, mais sont c'est dans plus leur, que dans de la leur déconnexion. quotidien. Tout ce qui compte, c'est de pouvoir aller s'acheter un ventilateur. On en a parlé une fois, tu vois, et de se disputer. Non, mais Non, même, c'est- même à Paris, il n'y a pas que du bobo et hallucinant. pas que du bobo, il y a aussi du prolétaire. Faut pas non plus. Non, mais elle l'a très bien dit. On a, à force d'urbaniser tout à outrance, bah, les gens vivent dans une société, là, comme à Paris par exemple, ils vivent entourés de béton, de pierre, il n'y a plus d'arbres, il n'y a plus rien. Ils sont déconnectés complètement de l'environnement et de la nature. Donc ils sont dans leur truc, mais c'est normal, on leur a tout pris. Tu penses ça, tu penses ça? Mais complètement. Parce qu'en campagne, on est connecté à la terre, on fait pousser des légumes nous-mêmes. Vous n'aurez rien Ouais, et vous serez heureux, Voilà, tout simplement. tu vois des C'est ce qu'on chevreuils est et en tout. Il y a train des de faire. gamins, ils savent même pas ce que c'est un chevreuil en ville. C'est pas.